Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Maoulan Grégoire Fassinou, enseignant des SVT au CG1 à Djara. Aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie de résolution d'un exercice de type partie 2 en SVT. Mais avant, on ne le dira jamais assez. Observez les pratiques nécessaires pour l'éradication du Covid-19. Il s'agit de 1. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. 2. Limiter vos déplacements et mettre impérativement un masque avant de sortir. Et 3. Observer la règle de distanciation sociale qui est d'au moins 1 mètre. À présent, passons au cours du jour. Tout d'abord, on va se rappeler la méthodologie de résolution d'un exercice de type partie 2 en SVT. En règle générale, un exercice de type partie 2 est intitulé « Résolution de problèmes à partir de documents fournis ». Ce genre d'exercice comporte à l'entame un contexte. Ensuite, il y a des documents, il y a la documentation qui comporte au plus 3 documents. Et ensuite, on a la tâche. Il faut noter que la tâche est démultipliée en indicateurs pour vous faciliter alors, la résolution. Alors, quand nous entamons un exercice de type partie 2, il faut commencer d'abord par poser le problème. Alors, poser le problème à partir de la tâche. Il faut bien lire la tâche et identifier ce qu'on nous demande de faire. Il faut toujours poser le problème sous forme interrogative. C'est l'option idéale. Ensuite, après avoir posé le problème, il faut présenter le document dans lequel se trouve la réponse à la première question. En effet, il y a des facilitateurs, je viens de le dire, et le premier facilitateur peut avoir sa réponse dans le 3e document, comme il peut avoir sa réponse dans le 2e document. Toujours est-il que c'est le document à exploiter en premier qu'il faut présenter. On présente le document et on extrait l'information qui répond au facilitateur, l'information qui répond à la consigne. On termine, on déduit. Après la déduction, on passe au document suivant, qui peut être le document 1 ou bien le document 3 ou bien le document 2. Ça dépend de la chronologie alors, des facilitateurs. Donc, on présente à nouveau le document à exploiter et puis on collecte l'information, on déduit. Alors, il faut procéder ainsi pour le dernier document et à la fin, on fait une mise en relation des déductions. Cela permettra de répondre alors aux problèmes posés. Il faut noter que chaque document résout le problème en partie et l'ensemble des documents alors apporte une réponse totale au problème que nous nous sommes posés. Alors, pour appliquer cette méthodologie, nous allons utiliser un exercice de type partie 2. Exercice de type partie 2. Résolution de problèmes à partir de documents fournis. Un jeune sportif rêve de devenir un coureur cyclique professionnel. Pour mieux s'entraîner et améliorer ses performances, il s'est acheté un vélo ergomètre. Ne voulant pas être dérangé, il installe son vélo dans une chambre isolée, close et sans fenêtre. Il constate qu'à chaque séance d'entraînement, il s'essouffle, respire mal, se fatigue rapidement et récupère difficilement. Inquiet, il consulte un docteur spécialiste de la médecine sportive. Ce dernier lui conseille de fixer son vélo dans une chambre aérée. Surpris par la décision du docteur, parce qu'il s'attendait à une ordonnance de la part de ce dernier, le jeune sportif se rapproche de toi, élève en classe de 3e. Pour l'aider à comprendre la décision du docteur, on te propose la documentation suivante. Donc, voilà le contexte de notre exercice. Ensuite, il y a la documentation. La documentation est constituée de 3 documents. Le document 1, mise en évidence expérimentale de la respiration chez un tissu.
Voilà, c'est une série de 2 expériences qui ont été réalisées dans ce document. Document 2. Composition du sang en dioxygène et en dioxyde de carbone avant et après son passage dans le muscle. Là, c'est un tableau, le document 2. Document 3. Adaptation du muscle à l'effort. Il s'agit d'un document de type courbe. Tâche. Explique les raisons qui ont poussé le docteur à prodiguer ce conseil aux jeunes sportifs. Pour cela, relève à partir du document 1 la signification biologique de la respiration. Compare les différences de volume de gaz dans le sang entrant et dans le sang sortant dans un muscle au repos et dans un muscle en activité, puis tire une conclusion par rapport à la conséquence de l'effort musculaire sur l'organisme. Indique l'évolution de la consommation de dioxygène avant, pendant et après un effort musculaire. Enfin, explique le bien fondé du conseil du médecin. Donc voilà, la dernière partie que je viens de lire n'est rien d'autre que la tâche. Il y a une tâche globale qui demande d'expliquer les raisons qui ont poussé le docteur à prodiguer ce conseil aux jeunes sportifs et cette tâche est démultipliée en facilitateur. En fait, les indications que j'ai lues après ne sont rien d'autre que des facilitateurs. Alors, chaque indication apportera donc une réponse partielle à la tâche et chaque indication, il faut noter que chaque indication est en relation avec l'un des documents présentés. Nous allons passer maintenant à la résolution du problème. Comme je l'ai dit, il faut identifier d'abord ce problème à partir de la tâche. Donc, ici, nous allons tout simplement dire quelles sont les raisons qui ont poussé le docteur à prodiguer ce conseil aux jeunes sportifs. C'est là le problème posé. Et pour le résoudre, nous allons exploiter les 3 documents que voici. Document 1. Il s'agit d'un document de type expérience. Et nous avons déjà vu la méthodologie de résolution d'un document de type expérience. Il s'agit tout simplement de rendre compte de chaque expérience, de chaque condition en utilisant la phrase « lorsqu'on ». On constate que, on en déduit que. Ces 3 expressions sont intercalées par le fait, le résultat et la déduction. C'est-à-dire, lorsqu'on, je mets le fait, on constate ou on observe que le résultat et enfin, on en déduit que la déduction. Pour l'appliquer à notre document, on dira tout simplement, lorsqu'on place dans le tube du dispositif un tissu mort, on constate ou on observe 15 minutes après que l'index d'eau colorée n'a pas bougé et l'eau de chaud est restée limpide. Voilà le compte rendu de la première expérience. On aborde la deuxième expérience. Lorsqu'on place dans le tube du dispositif un tissu vivant, 15 minutes après, on constate la montée de l'index d'eau colorée et l'eau de chaud se trouble. On en déduit que. Alors là, il faut faire une comparaison entre les conditions expérimentales pour donner la déduction. Il s'agit ici d'un tissu mort, alors que dans la deuxième expérience, il s'agit d'un tissu vivant. Et en NB, le document ou l'exercice nous signale que l'eau colorée monte dans le tube du dispositif lorsqu'il y a consommation de dioxygène et l'eau de chaud se trouble en présence du dioxyde de carbone. Alors, dans la deuxième expérience, on nous a bien notifié que 15 minutes après le début de l'expérience, il y a eu montée de l'index d'eau colorée. Et en plus de ça, l'eau de chaud se trouble. Ces 2 faits signifient tout simplement qu'il y a eu consommation de dioxygène et
production de dioxyde de carbone, ce qui n'est pas le cas dans l'expérience numéro 1. Alors, de façon générale, nous allons retenir de ce document que les faits significatifs de la respiration sont le dégagement, la consommation de dioxygène et la production de dioxyde de carbone. Voilà l'information que nous apporte ce document. Un tissu vivant consomme du dioxygène et produit du dioxyde de carbone, ce qui n'est pas le cas pour un tissu mort. Alors, nous allons passer à présent au document 2, qui est un document de type tableau. Et nous avons aussi vu la méthodologie d'exploitation d'un document de type tableau. Il faut tout d'abord repérer les variables, il faut repérer les paramètres du tableau. Et là, nous voyons oxygène, dioxyde de carbone, sang entrant dans le muscle au repos, sang entrant dans le muscle en activité, sang sortant du muscle au repos, sang sortant du muscle en activité. Alors, on nous a présenté la composition du sang entrant et celle du sang sortant d'un muscle au repos et d'un muscle en activité. La composition en gaz, bien sûr, puisque nous sommes en face du dioxyde de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Alors donc, quand nous prenons n'importe quelle case, on prend par hasard une case de ce tableau, la première, il est inscrit 13,1 ml. 13,1 ml veut dire tout simplement la quantité d'oxygène contenu dans le sang entrant dans un muscle au repos. Je reprends, 13,1 ml veut dire la quantité d'oxygène contenu dans le sang entrant dans un muscle au repos. C'est comme ça que nous allons procéder pour les autres cases restantes. Alors, la consigne d'exploitation, puisque la méthodologie d'exploitation d'un document de type tableau nous demande dans la première étape de toujours nous rappeler de la consigne d'exploitation relative au document dans lequel se trouve le tableau. Et la consigne d'exploitation, cette fois-ci, c'est de relever les différences de volume de gaz dans le sang entrant et dans le sang sortant dans un muscle au repos et dans un muscle en activité. Ces différences sont 13,1 ml moins 11 ml, ça nous donne 2,1. On procède de la même façon pour les autres colonnes. On observe que pour l'oxygène, le muscle qui est au repos consomme 2,1 et le muscle qui est en activité consomme 1,5. Très rapidement, on peut procéder à une comparaison pour dire que le muscle en activité consomme plus d'oxygène que le muscle au repos. Par contre, quand nous venons au dioxyde de carbone, on constate que le muscle au repos produit 1,9 ml, alors que le muscle en activité produit 14,4 ml. Ça veut dire là tout simplement que le muscle en activité produit plus de dioxyde de carbone que le muscle au repos. L'information à retenir de ce document est que le muscle en activité consomme plus de dioxygène et produit plus de dioxyde de carbone que le muscle au repos. Voilà l'essentiel à retenir de ce document. Nous allons passer à présent au document 3, qui est un document de type courbe. Et nous avons également vu dans les cours précédents la méthodologie de résolution, la méthodologie d'exploitation d'un document de type courbe. Il faut d'abord présenter la courbe à partir des variables dépendantes et indépendantes. On dira ici tout simplement que la courbe du document 3 présente la consommation d'oxygène en millilitres par minute en fonction du temps.
en minutes. La courbe présente la consommation ou l'évolution de la consommation d'oxygène en millilitres par minute en fonction du temps en minutes. Voilà la présentation, la première étape de la méthodologie de collecte d'informations à partir d'un document de type courbe. Ensuite, il faut identifier les différents segments en projetant les points d'inflexion de la courbe sur l'axe des abscisses dans un premier temps et après sur l'axe des ordonnées dans un deuxième temps. Et tout ceci fait, on revient à l'exploitation suivante. Avant l'exercice, parce qu'il ne faut pas oublier que la courbe est accompagnée de légendes. Il y a on peut observer trois différents segments. Il y a le premier qui est en trait plein, le deuxième qui est en pointillé et le troisième qui est parcouru de points. Alors, le premier segment, c'est avant l'exercice. Alors, quel est le comportement de la variable dépendante dans cette tranche de l'exercice? On constate que la courbe, le segment est constant, donc on dira tout simplement que la consommation d'oxygène est constante. La consommation d'oxygène est constante. Alors, avant l'exercice, la consommation d'oxygène est constante. Pendant l'exercice, nous avons abordé déjà le deuxième volet de la courbe. La consommation d'oxygène augmente progressivement et nous constatons là que ça augmente jusqu'à 5 minutes après le début de l'exercice. Donc, augmente progressivement et passe quand nous projetons sur l'axe des ordonnées, ici nous avons environ 250 ml par minute. Là, nous avons 1500 ml par minute. Alors, cette consommation augmente progressivement et passe de 250 ml par minute à 1500 ml par minute au bout de 5 minutes. Voilà. Et elle reste constante. Toujours pendant l'exercice, elle reste constante puisque là, nous sommes toujours en pointillé. Donc, reste constante et égale à 1500 ml. Nous passons au dernier volet qui est la récupération après exercice. Pendant la récupération, la consommation d'oxygène diminue parce que le segment est descendant. Donc, diminue progressivement et passe de 1500 ml par minute à sa valeur initiale qui est de 250 ml par minute. Au bout de combien de temps? Alors, il faut projeter sur l'axe des abscisses et faire tout simplement 18 moins 12. Et ça nous donne 6, donc au bout de 6 minutes. Ce que nous devons retenir de la courbe est ceci. Avant l'exercice, la consommation est constante. Au cours de l'exercice, la consommation augmente progressivement jusqu'à se stabiliser à 1500. Et après l'exercice, c'est-à-dire au cours de la récupération, la consommation diminue progressivement et revient à la valeur initiale. Ça veut dire tout simplement que, bien sûr, en réponse à la consigne au facilitateur relatif au document, on dira tout simplement que l'exercice ou l'effort musculaire nécessite une consommation accrue de dioxygène, puisque c'est au cours de l'exercice qu'on a constaté alors une augmentation de la consommation. Donc voilà ce que nous pouvons retenir des trois documents. Nous allons revisiter un peu les déductions que nous avons faites. Par rapport au document 1, on avait juste dit qu'il nous apporte l'information selon laquelle un muscle vivant ou un tissu vivant respire et cette respiration se traduit par une consommation d'oxygène et un rejet ou une production de dioxyde de carbone. Alors, le document 2 nous a apporté l'information selon laquelle
lorsque le muscle est en train de travailler, est en activité, la consommation augmente. Et quand il est au repos, la consommation alors est faible. Le document 3, nous venons de dire qu'il nous a apporté l'information selon laquelle pendant un exercice, pendant un effort musculaire, la consommation de dioxygène augmente progressivement puis diminue pendant la récupération. Quand nous mettons les trois informations en relation, on dira tout simplement que un muscle qui est en activité fonctionne et consomme plus de dioxygène et rejette plus de dioxyde de carbone. Alors, on va se rappeler notre problème que nous nous sommes posé, c'est d'expliquer le bien fondé de la décision du médecin qui devrait quand même donner une ordonnance ou prescrire des médicaments à notre jeune sportif qui rêve de devenir un coureur cyclique professionnel. Alors, étant donné que les séances d'entraînement se déroulent dans une chambre close, sans fenêtre, ça veut dire que lorsque son muscle est en train de travailler, il y a une production accrue de dioxyde de carbone. Et vous savez bien que le dioxyde de carbone est un gaz nocif qui doit être évacué. Et donc, étant donné que cette chambre n'est pas renouvelée en air, il y aura forcément d'essoufflement, ce qui s'est passé avec notre jeune sportif. Donc, il n'avait pas besoin d'une ordonnance, il suffit tout simplement de déplacer son vélo vers une chambre aérée pour que la chambre soit constamment renouvelée en air pour lui permettre de continuer normalement son entraînement. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir de cet exercice. Chers amis, voilà, nous sommes à la fin de notre séquence de cours. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile en cette période de crise sanitaire. N'oubliez surtout pas de mettre en pratique les gestes barrières nécessaires à l'éradication de la propagation du Covid-19. Merci et à bientôt.